Pour commencer, comme vous le savez, et c'est quelque chose qui est très important quand on fait de la recherche, c'est que quand on publie un article scientifique, il est absolument essentiel de citer correctement les travaux antérieurs du domaine. Donc là, la référence la plus ancienne sur ma recherche récente, c'est celle-là. Donc, c'est une tablette babylonienne, dont le nom est Plimpton 322 parce qu'elle a été donnée par George Plimpton à une université. Et elle est datée par le style d'écriture et par la langue. Elle est datée du XVIIIe siècle avant notre ère. Donc, disons que ça remonte à environ 4000 ans. Alors, la compréhension de l'écriture cunéiforme ne faisait pas partie des prérequis de l'exposé, heureusement. Ceci dit, je pense que vous pouvez reconnaître la structure de cette tablette. Pourquoi? Parce que la structure de cette tablette, eh bien, c'est essentiellement la même que celle d'un fichier de tableur moderne du style Excel. Alors vous voyez, c'est organisé par colonnes. Il y a des colonnes qui sont en fait des colonnes de nombres. Et au sommet, la première ligne, c'est en fait les intitulés de colonnes. Donc ça ressemble vraiment à un fichier Excel. Voilà, donc ça, c'est les fichiers Excel de l'école. Alors, peut-être la traduction. Donc, les titres de colonnes, c'était... Alors là, j'ai gardé que la deuxième et la troisième colonne. Je reviendrai éventuellement sur la première colonne ultérieurement. Donc, la première colonne, c'est largeur. La deuxième colonne, c'est diagonale. Et les valeurs, alors à l'exception d'une, qui est marquée d'une étoile, les valeurs, du moins sur les premières lignes, c'est les valeurs qui sont là. Bon, alors qu'est-ce que c'est que ces nombres? Alors, les gens se sont rendus compte, une fois qu'ils ont disposé de ces nombres, ils se sont rendus compte qu'en fait, ces nombres vérifiaient des relations tout à fait particulières, qui sont ici. Donc, par exemple, si on regarde celui-là au carré moins celui-là au carré, eh bien, ça donne 120 au carré. Et ainsi de suite. Et à chaque fois, on voit que la différence du deuxième au carré moins le premier au carré, ça donne à nouveau un carré, avec cette particularité supplémentaire que si vous regardez les carrés qui apparaissent ici, les facteurs premiers de ces carrés, c'est 2, 3 et 5. Et comme vous savez, la base dans laquelle calculaient les Babyloniens, c'était la base 60, qui est conservée d'ailleurs dans notre système actuel pour les heures et les minutes. Donc c'était une base 60, donc 2, 3, 5, c'est les diviseurs de la base. OK. Alors, donc, évidemment, il y a un lien avec le théorème de Pythagore qui concerne les côtés d'un triangle rectangle, x2 plus y2 égale z2. Bon, Pythagore, il vient beaucoup plus tard, moins 580, moins 495, donc ça vient bien après les Babyloniens, mais enfin, bon, ça s'appelle quand même théorème de Pythagore. Voilà. Donc, qu'est-ce que ça nous dit que les Babyloniens aient été capables d'inscrire sur une tablette des nombres qui, éventuellement, sont assez grands? Alors, l'intérêt, ce n'est pas seulement de vous prouver, de pouvoir me vanter que les mathématiques que je fais, elles ont 4000 ans d'histoire. Il y a un autre intérêt. L'autre intérêt, c'est aussi le point que, eh bien, il y a beaucoup de solutions à cette équation. x2 plus y2 égale z2. Et ça, je vais le préciser dans un instant, qu'est-ce que j'entends par beaucoup. L'autre raison pour laquelle c'est intéressant, c'est que, en fait, ça révèle aussi que probablement les Babyloniens avaient une méthode pour produire des solutions de cette équation. Alors, pour produire des solutions à cette équation, je vais vous raconter rapidement la méthode. Alors, il se trouve que la méthode de résolution que je vais vous raconter, elle se trouve chez Diophante. Alors, Diophante, c'est encore plus tard, puisque c'est en fait deuxième siècle, 3e siècle de notre ère. Donc, Diophante a publié quelque chose qu'on pourrait appeler un bouquin d'exercices corrigés, dans lequel il y a une suite de problèmes avec la solution de chaque problème.
Et donc, parmi tous ces problèmes, il y a le problème de 8 qui est résoudre une équation de la forme x2 plus y2 égale à carré. Mais il y a d'autres équations plus compliquées, comme par exemple y2 égale x au cube plus ax. Voilà, qui actuellement est quelque chose qui est encore d'actualité. Alors, je reviens à la méthode utilisée par Diophante. Donc, x2 plus y2 égale à carré, c'est l'équation, évidemment, d'un cercle de centre 0 et de rayon A. Bon, alors sur ce cercle, donc là, je vous raconte évidemment en des termes un peu plus modernes que ceux de Diophante, mais ça revient au même. Donc sur ce cercle, il y a évidemment une solution particulière, qui est le point de coordonnées 0, moins A. J'ai oublié de préciser, ici, A, c'est un entier. Bon. Et une fois qu'on a un point sur le cercle, eh bien, on peut regarder une droite passant par ce point. Donc là, je prends une droite d'équation y égale tx moins a, qui va bien passer par le point en question. Et cette droite, évidemment, elle va couper le cercle en un deuxième point. Ce deuxième point, c'est le point que je vais appeler mt. Et le point mt, ben, on peut écrire les équations qui donnent l'équation du cercle et l'équation de la droite. Enfin, c'est-à-dire que dans l'équation du cercle, on peut remplacer par l'équation de la droite. Et ça nous donne assez facilement que les coordonnées de mt, ben, c'est tout simplement mt égale, alors 2at divisé par t carré plus 1 et a fois t carré moins 1 sur t carré plus 1. Bon, alors maintenant, si on regarde le cas particulier du cercle de rayon 1, c'est-à-dire a égale 1, pour a égale 1, eh bien, on trouve simplement mt égale 2t sur t carré plus 1, t carré moins 1 sur t carré plus 1, formule qu'éventuellement vous connaissez déjà pour d'autres raisons. Bien, alors l'avantage, c'est que ça va donner tous les points à coordonnées, je devrais ici x2 plus y2 égale 1, pardon, excusez-moi, ça donne tous les points à coordonnées rationnelles sur le cercle. Hein, parce qu'on écrit t égale u sur v avec u un entier et v un entier non nul. Donc on retrouve là les points à coordonnées rationnelles sur le cercle, mais une fois qu'on a un point à coordonnées rationnelles sur le cercle, eh bien on peut en déduire un point, une solution entière de l'équation x2 plus y2 égale z carré. Parce que si je fais t égale uv, u sur v, eh bien, pour mt, ça me donne mt, c'est le point 2uv sur u2 plus v2. Et puis, on va avoir alors u carré moins v carré sur u2 plus v2. Et donc, je retrouve les solutions de l'équation x2 plus y2 égale z2, simplement en multipliant par u carré plus v carré. Donc en fait, vous voyez que ce qu'on obtient, c'est que 2uv au carré plus u2 moins v2 au carré, c'est égal à u2 plus v2 au carré. Solution, enfin, équation qu'on aurait pu trouver directement aussi. Bien. Alors, si on revient au babylonien, et qu'on regarde pour des petites valeurs de u et v, et bien voilà. Donc pour u égale 12, v égale 5, eh bien on obtient la première ligne de la tablette, et ainsi de suite. Alors évidemment, là je ne suis pas en train d'affirmer que les babyloniens ils ont fait comme ça. Hein, il faut bien comprendre que la tablette en question, on n'a pas le contexte. On a un morceau de tablette, et c'est tout, et après on peut réfléchir à pourquoi elle est comme ça,
Pourquoi il y a des erreurs dedans? Est-ce que c'était la copie d'un étudiant de l'époque? Voilà. Mais on n'en sait pas plus. On peut juste conjecturer que comme la tablette contient des erreurs, ce n'était pas un modèle du genre. Mais en fait, on n'en sait rien. Voilà. Ceci dit, le fait que là, on obtienne toutes les valeurs qui sont sur la tablette à partir de nombres qui sont relativement petits, on peut se dire, oui, il est possible qu'ils aient utilisé cette méthode-là pour produire les solutions. Alors, l'autre intérêt de procéder comme ça pour trouver les solutions, c'est que ça nous dit aussi quelque chose sur le nombre de solutions possibles à l'équation x2 plus y2 égale z2. Donc là, il s'agit de dénombrer le nombre de solutions. Alors, pour ça, il faut que je sois un peu plus précis. Le point, c'est que, bon, évidemment, si on a une solution de x2 plus y2 égale z2, ben, je peux toujours diviser x, y et z par le plus grand diviseur commun, enfin par un même entier. Ça me donne encore une solution de la même équation. Inversement, si j'ai une solution de l'équation et que je multiplie les trois coordonnées par le même entier, j'obtiens encore une solution. Donc, on va s'intéresser aux solutions primitives c'est-à-dire celles pour lesquelles le PGCD de x, y et z égale 1. Bien. Alors, si on fait ça, eh bien, essentiellement, on peut prouver que, à permutation de x et y près, au changement de signe de z près, toutes les solutions sont de cette forme, 2uv, u carré moins v carré, u carré plus v carré. Je ne vous fais pas la démonstration, c'est un joli exercice qui utilise simplement la décomposition, l'unicité de la décomposition d'un entier en produit de nombres premiers, à permutation près. Donc, ce qu'on obtient, précisément, c'est que le nombre de x, y, z appartenant à Z3, alors avec PGCD de x, y, z égale 1, et puis, qu'est-ce que je vais prendre? Je vais supposer que égale 1, évidemment que x2 plus y2 égale z au carré, et d'autre part, bah, il faut que je borne la taille, sinon je n'ai pas un nombre fini, donc je vais supposer aussi que la valeur absolue de z est plus petite que b. Donc ça me donne un ensemble clairement fini. Bien, le cardinal de cet ensemble, c'est 4 fois le nombre de UV appartenant à Z2, tel que le PGCD de UV est égal à 1, et U carré plus V carré est plus petit que B, et il faut que j'impose aussi une condition, disons U positif, pour avoir l'unicité de l'écriture. Bon. Et ça, eh bien, je vais vous expliquer qu'en fait, c'est équivalent, quand B tend vers plus l'infini, à 12 divisé par pi fois B. Oui, c'est bien ça. 12 divisé par pi. Alors pourquoi 12 divisé par pi? C'est un peu mystérieux quand on voit ça pour la première fois. Donc 12 divisé par pi, je vous explique. C'est égal à 4. Bon, le 4, c'est celui qu'on a là. Fois pi sur 2 fois 6 sur pi carré. Voilà, donc vous êtes bien avancé. Bon, vous pouvez, ça, si je n'ai pas fait d'erreur idiote, c'est vrai. Okay. Mais ça n'explique pas tout. Alors le 4, le 4, c'est celui qui est là. Donc le 4, ça correspond au fait qu'on peut échanger x et y, et d'autre part que z, on peut regarder z positif ou z négatif. Donc 4, c'est l'explication, c'est l'échange de x et y et le signe de z. OK. Pi sur 2. Alors pi sur 2, je peux vous l'expliquer simplement. Pi sur 2, eh c'est la moitié de l'aire du disque de rayon 1. Alors pourquoi ça apparaît là?
Eh bien, ça apparaît là parce que vous voyez ici, je suis en train de compter des points dans Z2 tels que U2 plus V2 est inférieur ou égal à B. Donc si je fais ça, en oubliant la condition de PGCD, le nombre de UV appartenant à Z2 tel que U2 plus V2 est plus petit que B, puis je vais rajouter une condition U positif, ben ça, si vous voulez, c'est rien d'autre que de l'intégrale de Riemann. Donc c'est équivalent, quand B tend vers plus l'infini, eh bien, à racine de B au carré fois l'air de l'ensemble des UV appartenant à R2, tel que U2 plus V2 est inférieur ou égal à 1. Donc ça, je vous ai fait un petit dessin, en principe. Voilà. On veut compter le nombre de points dans le demi-disque. Bon, ben, chaque point, on regarde le carré qui a pour sommet ce point. Et on compte les carrés qui finalement rencontrent le demi-disque. Alors évidemment, il y a un terme d'erreur que j'ai représenté par des carrés noirs, plus foncés. Le terme d'erreur, c'est les carrés qui rencontrent le cercle. Mais ce n'est pas très dur de montrer que le nombre de carrés qui rencontrent le cercle, eh ben, c'est majoré par une constante fois la longueur du cercle, qui est proportionnelle à racine de B. Donc il y a un terme d'erreur qui est en racine de B, mais le terme principal, c'est essentiellement l'aire du demi-disque. Et comme je vous disais, c'est rien d'autre que la façon dont on apprend l'intégration. On approche en regardant des petits carrés qui sont dans l'aire. OK. Donc ça explique le pi sur 2. Donc il reste le 6 sur pi carré. D'où vient le 6 sur pi carré? Alors si on regarde entre ce que je voulais compter et ce que j'ai compté là, ben, il y a la condition sur le PGCD UV égale 1 qui vient en plus. Donc pourquoi la condition de PGCD, le fait que U et V soient premiers entre eux, ça va nous donner un 6 sur pi carré. Alors ça, bon, il va falloir que j'efface. Donc je vais effacer là. Bien dire que le PGCD de UV est égal à 1, ça équivaut à dire que pour tout P premier, P ne divise pas U et V. Alors maintenant, je vais regarder ça de façon un petit peu probabiliste. Alors je suis en train de tricher quand je dis que je fais des probabilités. Hein. Donc ne répétez pas aux probabilistes ce que je vais raconter au point de vue probabilité. Et ne faites pas pareil dans vos copies. Sinon, on en parlera encore dans 4000 ans. Donc voilà. Donc, imaginons, regardez la probabilité que P divise U et P divise V. Alors il faut que je donne un sens à ça. Qu'est-ce que ça veut dire de regarder la probabilité sur un ensemble d'entiers? Alors ça, le sens précis, ça va être le nombre de UV appartenant à Z2 tel que P divise U et P divise V avec U2 plus V2 inférieur ou égal à B sur le nombre de UV appartenant à Z2 tel que U2 plus V2 est inférieur ou égal à B. Et évidemment, pour que ça ait un sens, je rajoute la limite quand B tend vers plus l'infini de ce quotient-là. Autrement dit, c'est la limite quand B tend vers plus l'infini de cette proportion de UV où les deux coordonnées sont divisibles par P. Bien, donc là, maintenant, j'ai donné un sens précis à ce que j'entendais par probabilité de ça. Alors ça, c'est facile à calculer. Parce que dire que P divise U et P divise V, je peux faire un changement de variable. Je prends U' égale U sur P, V' égale V sur P, et je suis ramené à compter les U', V', tels que U' au carré plus V' au carré, est inférieur ou égal à B sur P carré. Donc ça, c'est la limite, ce truc-là,
hop, c'est la limite, quand b tend vers plus l'infini, du cardinal des UV, alors je devrais mettre des primes, mais j'enlève les primes, tel que U2 plus V2 est inférieur ou égal à B sur P carré, divisé par le cardinal des UV appartenant à Z2, tel que U2 plus V2 est plus petit que B. Bon, mais ça, je vous ai expliqué que ce nombre-là, il était équivalent, c'est encore au tableau, il était équivalent à pi sur 2 fois B. Et celui-là, il est équivalent à pi sur 2 fois B sur P carré. Donc la limite, elle est 1 sur P carré. Ce que vous auriez pu deviner sans que je fasse les détails. Bon, alors maintenant, eh bien, je vais dire que par le théorème des restes chinois, imposer que P divise U et P divise V, ou imposer, enfin, l'événement, on va dire ça comme ça, l'événement P divise U et P divise V, est indépendant de Q divise U et Q divise V si P et Q sont des nombres premiers distincts. Donc, de manière heuristique, alors de manière heuristique dans cet exposé, ça veut dire faites pas pareil dans vos copies. Donc de manière heuristique, puisque les événements sont indépendants, quand je prends simultanément toutes les conditions P premier, P ne divise pas U et V, je fais le produit. Donc ça me donne que la probabilité que le PGCD de U et de V égale 1, eh bien c'est le produit pour P premier de 1 moins 1 sur P carré. Bon, alors pourquoi ce produit-là serait-il égal à 6 sur pi carré? Alors ça, vous le reconnaissez peut-être, si vous avez beaucoup de culture. Je vais regarder l'inverse. Donc je vais regarder le produit pour P premier de 1 moins 1 sur P carré à la puissance moins 1. Bon, l'inverse de ça, on sait que c'est égal au produit pour P premier de la somme sur n de 1 sur P à la puissance 2n. Enfin, je vais prendre K plutôt. Somme sur K, positif, de 1 sur P à la puissance de K. Bon, alors là, il faut savoir comment on échange un produit et une somme dans le cas infini. Bon, ça, si on échange somme et produit, en supposant que tout se passe bien et qu'on n'a pas des problèmes de convergence, ce qui est le cas ici, et on se retrouve avec la somme. Alors, je vais l'écrire d'abord de cette façon-là. La somme sur... Alors, je vais noter, je vais avoir besoin d'une notation P, c'est l'ensemble des premiers. Donc ça, formellement, c'est la somme pour les applications qui vont de P de l'ensemble des nombres premiers dans N, tel que l'ensemble des P tels que Vp est différent de 0 est fini, du produit pour P premier de 1 sur P à la puissance V de P. Bon, vous réfléchissez 30 secondes, et j'oublie un facteur 2, qui est là, 2V de P, qui vient du 2K là. Vous réfléchissez 30 secondes et vous vous rendez compte que ça, je l'ai vraiment compliqué, c'est rien d'autre que la somme pour n supérieur ou égal à 1 des 1 sur n au carré. C'est-à-dire pi carré sur 6. Bon, ça, je suppose que vous connaissez cette formule-là. Sinon, vous la verrez. Bien. OK, donc je ne vais pas vous la démontrer, cette formule-là, par contre. Donc, c'est la formule
de la fonction de zeta de Riemann en 2. Donc c'est une fonction, vous cherchez sur Internet, vous trouvez tout ce que vous pouvez imaginer sur la fonction de zeta de Riemann, et vous trouverez cette formule-là en particulier. OK. Bon, donc voilà. Donc ici, on avait bien, puisque c'est l'inverse, 6 sur pi carré. Et c'est l'explication du 6 sur pi carré. Bien, alors en fait, on peut faire un chouïa de plus avec le même argument, c'est-à-dire qu'on peut s'intéresser à quelque chose aussi, de savoir, quand je reviens à l'équation x2 plus y2 égale z2, donc si vous voulez, si j'ai une solution à coordonnées entières primitive, solution primitive de x2 plus y2 égale z2, je peux lui associer un point du cercle, donc M, non, je vais l'écrire, excusez-moi, je ne sais pas comment l'écrire, grand X, grand Y, tel appartenant à Q au carré, tel que x2 plus y2 égale 1. Donc là, je vais prendre des minuscules. Simplement, j'envoie x, y, z sur x sur z, y sur z. Et ce truc-là, ce n'est pas tout à fait bijectif, mais étant donné un élément A, en fait, j'ai deux choix pour le point qui lui correspond ici, parce que j'ai imposé la constitution primitive. Et ces deux points sont l'opposé l'un de l'autre. Donc ce truc-là, il y a un facteur 2, mais voilà, c'est l'antécédent de chaque point sur le cercle, c'est 2. Alors maintenant, je peux poser la question, je me donne sur le cercle un arc de cercle. Donc là, je vais avoir besoin de craie de couleur. Voilà. Donc, maintenant, je me donne un arc de cercle, gamma. J'appelle cette application-là phi. Et maintenant, je regarde la proportion de x, y, z, tel que primitif, avec x2 plus y2 égale z2, et phi de x, y, z appartient à gamma. Donc je regarde simplement les solutions, les triplets pythagoriciens, dont l'image est sur mon arc de cercle. Bon, et puis c'est pareil, je suppose que z est plus petit que b. Et pareil, je fais la proportion parmi toutes les solutions. Donc là, je regarde le cardinal de ça divisé par le cardinal de ça. Autrement dit, quelle est la probabilité que le point correspondant sur le cercle est sur mon arc de cercle? Eh bien, avec exactement la démonstration que je vous ai donnée, c'est facile de voir que ça, c'est rien d'autre que la longueur de l'arc de cercle, divisé par la longueur du cercle, c'est-à-dire 2π. Donc, autrement dit, si je regarde les points que ça me donne sur le cercle, ils sont répartis de façon uniforme sur le cercle. Donc, en quelque sorte, on peut dire qu'ils sont répartis au hasard sur le cercle. Alors, quel est l'intérêt par rapport à ce que les Babyloniens ont fait? Eh bien, si on regarde les nombres pris par les Babyloniens, là, on a l'impression que les trucs sont mis un petit peu au hasard. Pourquoi l'ordre choisi pour les solutions? En fait, ce n'est pas du tout au hasard.
la première colonne dont je ne vous ai pas parlé jusqu'à maintenant, la première colonne, elle correspond essentiellement à regarder le carré du cosinus de l'angle. Et donc, en fait, là, c'est donné par angle croissant. Et en plus, non seulement c'est donné par angle croissant sur le cercle, mais c'est donné en plus de sorte que la croissance est régulière. C'est-à-dire qu'en fait, les points qui sont donnés par les Babyloniens, ils sont répartis aussi de façon relativement régulière sur le cercle. Donc c'est pour ça que certains ont vu dans cette tablette eh bien, un exo de trigonométrie de l'époque. Bon, ça, honnêtement, je pense que c'est beaucoup s'avancer d'affirmer un truc comme ça, mais ça n'empêche, les points qu'on obtient sur le cercle sont répartis de façon régulière et avec un angle croissant. Et ça, c'est rendu possible par ce fait-là, qui dit qu'en gros, effectivement, les solutions qu'on obtient sont réparties de façon à peu près uniforme sur le cercle. Bien, alors on est resté longtemps avec ça, donc on va reprendre notre histoire maintenant du domaine. Bien, alors, à partir de Diophante, bon, je ne vais pas faire toute l'histoire de la façon dont les travaux de Diophante nous ont été transmis, mais ce qui a eu beaucoup d'importance, c'est une traduction en latin, parce que c'était la langue évidemment universelle de l'époque. Donc une traduction, alors là, c'est un peu dur à lire, mais là vous avez le grec, là vous avez le latin. Donc vous avez une traduction en latin des travaux de Diophante. Et là, ce que j'ai repris, c'est justement la question, le livre 2, la question 8. Donc ce que je vous ai expliqué, c'est là. Et il se trouve que cette traduction, faite par un certain Bachet, il y a eu beaucoup de succès à l'époque, parmi tous ceux qui aimaient les mathématiques. Et entre autres, cette traduction a été lue par un certain avocat bordelais qui s'appelait Pierre de Fermat. Et Pierre de Fermat a fait des commentaires dans la marge de ce bouquin-là. Alors, l'original dans lequel se trouvait le commentaire a été perdu, mais ça a été publié par son fils. Donc là, c'est toujours les travaux de Diophante, avec la traduction et avec les commentaires qui sont là. Alors j'ai grossi un petit peu pour qu'on voit un tout petit peu mieux. Donc là en particulier, il y a un commentaire en latin, toujours, que vous pouvez lire. Bon, je l'ai reproduit, voilà. Voilà, donc vous pouvez lire ce commentaire en latin. Bon, si vous n'êtes pas totalement familier avec le latin, je crois que j'ai aussi une traduction française. Voilà. Il est impossible de décomposer un cube en deux cubes, ou un carré de carré en deux carrés de carré, ou plus généralement toute puissance plus grande que 2 en deux mêmes puissances. J'ai découvert une preuve merveilleuse de cela, mais cette marge est trop étroite pour la contenir. Voilà. Donc, en des termes modernes, donc c'est ce qu'on appelle le dernier théorème de Fermat, c'est que si n est strictement supérieur à 2, toute solution à coefficient entier de cette équation-là, xn plus yn égale z sans n, vérifie, x, y, z égale 0, autrement dit, il y a une des coordonnées qui est nulle, au moins. Bien. OK. Alors, on appelle ça dernier théorème de Fermat, mais en fait, ça a été démontré par Wiles. Enfin, la preuve publiée est due à Wiles en 1993, et c'est une preuve qui utilise, enfin, qui ne tiendrait pas dans la marge. Effectivement, en fait, c'est des travaux de Wiles et Taylor, parce que bon, il y avait une preuve, il y avait un trou dans ce qu'avait fait Wiles, qui a été après corrigé par Taylor, et ça utilise des travaux de, je ne sais pas combien de mathématiciens encore vivants, et d'autres qui sont morts, donc Jean-Pierre Serre, André Weil, Taniyama, Shimura, enfin, voilà. Si on voulait écrire complètement cette preuve en des termes que vous compreniez vous, ça prendrait facilement un bon millier de pages, au moins. Bon, alors, donc du coup, je ne vais pas vous raconter la preuve aujourd'hui. L'exposé, c'est 3 heures, c'est ça? Donc, je ne vais pas vous raconter la preuve aujourd'hui. Mais, avec mes arguments heuristiques, je vais vous expliquer pourquoi la situation pour n égale 2 et n égale 3 sont totalement différentes. Hein, pour n égale 2, on avait une infinité de solutions primitives. Pour n égale 3, on a, et n plus grand, on n'a qu'un nombre fini de solutions primitives, donc les situations sont totalement différentes.
Alors allons-y. Je vais essayer de vous expliquer ça. Donc, je vais peut-être allumer le tableau parce que c'est un peu sombre. Donc je vais me placer dans un cadre plus général. Donc là, il y a 3 variables, mais je vais prendre un nombre arbitraire de variables. Par contre, je vais garder le fait que je peux multiplier toutes les coordonnées par un même nombre et que ça me donne toujours une solution de l'équation. Donc, autrement dit, je vais prendre des polynômes qui sont homogènes. Donc, je vais vous expliquer ce que ça veut dire. Voilà. Donc, je prends un polynôme. Alors, la notation, c'est pour les anneaux de polynômes. Bon, si vous ne connaissez pas, ce n'est pas très grave. Donc, ça veut dire que j'ai n variables et que les coefficients sont dans z. Bien. Alors, ce polynôme-là, je peux l'écrire comme P de x1, xn. Donc, je vais prendre homogène de degré d. Donc, ça veut dire que mon polynôme, je peux l'écrire comme la somme pour I1 plus, etc., plus IN égale D, de coefficients A, I1, IN, qui sont tous des entiers, positifs ou négatifs, x1 à la puissance I1 fois xn à la puissance IN. Donc, vous voyez, c'est une généralisation avec n variables de ce qu'on a fait avec x2 plus y2 égale z2 ou x3 plus y3 égale z3. Et donc, maintenant, la remarque tout à fait stupide que je vais faire, c'est que si je choisis des entiers, ou des nombres réels d'ailleurs, enfin des entiers, tels que xi est plus petit que b, eh bien si je regarde la valeur de mon polynôme en valeur absolue, eh bien, la valeur absolue de mon polynôme, ça va être inférieur ou égal à la somme pour plus IN égale D de la valeur absolue des AI1, AIN, fois, eh bien, B à la puissance D. Bon, ça, c'est une constante. Donc, c'est plus petit qu'une constante fois B à la puissance D. Bon, ça, c'est une remarque qui est vraiment pas maligne. Et donc, ça me dit que P, ça induit une application que je vais noter, allons, P tilde, ça a peu d'importance, qui va de moins B, alors intersecté avec Z, à la puissance D, dans moins CB à la puissance D, CB à la puissance D, intersecté avec Z. Non, excusez-moi, là j'ai dit une bêtise. Le nombre de variables, c'est n. Voilà. Donc à la puissance n dans ce truc-là. Bon, combien j'ai d'éléments ici? Ben, le nombre d'éléments ici, c'est à peu près 2b plus 1. Bon, si je prends b entier, tout au moins, ça va donner, alors, pour être tout à fait formel, la partie entière de b plus 1 à la puissance n. Et puis le nombre d'éléments ici, ça va être 2 fois la partie entière de cb à la puissance d plus 1. Donc, en moyenne, si je regarde, si je me donne un élément ici, en moyenne, je peux regarder combien il y a d'éléments là-dedans qui s'envoient sur mon élément dans l'image. D'accord? Donc, en moyenne, pour un entier n qui est dans moins cb à la puissance d, cb à la puissance d, intersecté avec z,
le cardinal de p tilde moins 1 de n, eh bien, ça va être équivalent. Donc là, je fais la moyenne sur tous les n possibles, si vous voulez. Ça va être 2 à la puissance n, 2 à la puissance n moins 1 divisé par c, b à la puissance n moins t. OK. Bon, alors là, le truc qui est vraiment crucial, c'est que je dis ça, voilà, en moyenne, on va voir ça. Donc, l'idée naïve, donc l'espoir naïf, c'est de se dire, bon ben, un truc polynomial, c'est finalement compliqué, donc finalement les valeurs devraient être un peu au hasard dans l'échelle des valeurs possibles. Donc du coup, l'idée c'est que voilà, on peut espérer que si n est strictement supérieur à d, alors il y a beaucoup de solutions. Alors beaucoup de solutions à quoi? À l'équation, j'ai oublié de le dire évidemment, c'est p de x0, x1, xn égale 0. Et puis, si par contre n est inférieur ou égal à d, eh bien, peu de solutions, ou pas du tout. Alors là, quand je parle de solutions primitives, à chaque fois. Primitive, ici, ça veut dire que le PGCD de toutes les coordonnées vaut 1. Voilà. OK, alors, pour Fermat, ça marche. Vous voyez, ici, n, c'est quoi? N, c'est le nombre de variables, donc c'est 3. Donc effectivement, on n'a que si d est strictement inférieur à 3, c'est-à-dire si d vaut 1 ou 2, il y a beaucoup de solutions. Et puis quand j'arrive à d égale 3, eh bien là, je me retrouve dans ce que dit le Fermat, à savoir qu'en fait, il n'y a qu'un nombre fini de solutions. Donc pour Fermat, ça marche. Mon argument olé olé, dans ce cas-là, il marche. Alors évidemment, j'ai mis espoir naïf, ça veut bien dire ce que ça veut dire, c'est dire qu'en fait, ça ne marche pas. Et alors, évidemment, comme d'habitude en mathématiques, quand il y a un truc qui ne marche pas, mais ça ne marche vraiment pas. Ça ne marche vraiment pas parce que il peut y avoir plusieurs problèmes très très simples qui font que ça ne marche pas. Alors, premier truc tout à fait évident, bon, déjà, il peut y avoir pas assez de solutions. Si je fais un truc très très bête du style x1 au carré plus x2 au carré plus x3 au carré plus xn au carré égale 0, je peux mettre autant de variables que je veux. Je peux en mettre des centaines. La seule solution que j'aurai, ça sera 0, 0, 0, 0. Tout simplement, dans ce cas-là, toutes les solutions sont positives. Et si je regarde en 0, il n'y a qu'une seule solution qui est 0, 0. Et en particulier, ce que j'ai dit en moyenne, ça n'a aucun sens, parce qu'en fait, du coup, les trucs ne sont pas du tout répartis de façon uniforme entre les différents n. OK. Donc ça ne marche pas. Parce que, en fait, même si on regarde sur les réels, la seule solution, c'est aussi 0, 0, 0. OK. Donc, bon, voilà. Donc déjà, il faut avoir au moins une solution primitive réelle, non triviale. Bon, un autre problème qui peut se produire, alors c'est un tout petit peu plus subtil, je vais regarder 2x2 plus 3y2 moins z2 égale 0. Alors là, bon, je pense que vous connaissez, j'espère qu'on vous a appris quand vous étiez petit, la méthode de la preuve par 9 pour vérifier un calcul.
Non. Bon, dommage. On aurait dû. Donc, la méthode de la preuve par 9 pour vérifier un calcul, c'est vous additionnez, par exemple pour une grosse multiplication, vous additionnez les chiffres du premier terme, vous multipliez par la somme des chiffres du deuxième terme, et vous devez trouver la somme des chiffres du résultat. Quand je dis somme des chiffres, si vous obtenez quelque chose qui est encore à 2 chiffres, il faut recommencer. C'est-à-dire que vous faites la somme des chiffres jusqu'au moment où vous n'avez plus qu'un seul chiffre. Et ça permet de vérifier rapidement ces calculs, de voir si on s'est planté dans une multiplication ou ce genre de choses. Bon, alors évidemment, avec les calculatrices, l'intérêt diminue un petit peu, je le reconnais. Mais néanmoins, en quoi ça consiste? Ça consiste à regarder en fait les nombres modulo 9. La somme des chiffres, il se trouve que la somme des chiffres d'un nombre, c'est égal au nombre modulo 9. Donc si vous regardez modulo 9, vous obtenez en fait des choses qui sont égales. Et après, comme passer modulo 9, c'est compatible avec la multiplication, ça veut dire que ça vous permet de vérifier votre calcul. Voilà. Alors maintenant, le point, c'est que si on regarde cette équation-là, modulo 9, et qu'on cherche les solutions de ça, modulo 9, ben on se rend compte que modulo 9, il n'y a pas de solution primitive. Donc il n'y a pas de solution primitive de ça. Voilà. Donc, autrement dit, si vous regardez, pour revenir à ce truc-là, ben, le cardinal de ce machin-là, ça va dépendre assez directement de n modulo 9. Et donc, ce n'est pas du tout réparti de façon uniforme. Voilà. Bon, alors, évidemment, j'ai fait modulo 9. Si vous étiez babylonien, ce que vous feriez, c'est la preuve par 59. La preuve par 59, donc vous regarderiez modulo 59. Bon, alors quand on est mathématicien, qu'on a fait 9 et 59, on fait modulo n. D'accord? Donc il y a la preuve par n. Bon, évidemment, il ne faut pas faire la somme des chiffres, c'est un peu compliqué. Bref, donc on peut regarder modulo n et se poser, et pareil, on peut avoir une obstruction modulo n. Bien. Ok, donc ça, c'est deux types de problèmes. Après, il peut y avoir un autre type de problème. Il peut y avoir trop de solutions. Quand je vous dis que les choses se cassent la figure, ça se casse bien les figures. Donc là, on va regarder la Lemniscat de Bernoulli. Donc c'est la courbe qui a l'équation là, qui est en haut, que j'ai représentée sur la figure. Donc c'est une équation. Alors là, j'ai représenté le truc qui correspond au cercle, donc ce n'est pas homogène. Mais il se trouve que les solutions rationnelles de ce truc-là, ça correspond aux solutions primitives de l'équation x2 plus y2 au carré moins t2 x2 plus t2 y2 égale 0. Donc c'est la même chose. Si vous avez une solution primitive de ça, x, y, z, t, bah vous regardez x sur t, y sur t, et ça vous donne une solution de ça, rationnelle. Donc vous passez des solutions rationnelles de ce machin-là aux solutions entières de ce truc. Exactement comme on faisait avec les triplets pythagoriciens et les points rationnels sur le cercle. Bon, ben il se trouve que cette courbe-là, on peut aussi la paramétrer, comme j'ai fait tout à l'heure pour le cercle. C'est juste un tout petit peu plus compliqué. C'est-à-dire qu'on regarde le cercle de centre t sur 2 et passant par l'origine, passant par 0, 0. Il se trouve qu'un tel cercle, il va croiser la courbe en un point mt, un unique point mt, et que vous pouvez écrire les coordonnées de ce point mt, et les coordonnées de ce point mt, c'est ça. Et donc, si vous prenez t égale u sur v, avec la même manip que tout à l'heure, vous trouverez des solutions primitives de cette équation-là, et vous en trouverez beaucoup. Pour être précis, vous en trouverez, voilà, si vous imposez, enfin ça dépend de la condition que vous imposez sur la borne, mais vous en trouverez, disons, de l'ordre, une puissance de b. Or, là, combien il y a de variables? Il y a 3 variables, et c'est degré 4.
Donc si mon espoir naïf avait été valable, j'aurais dû trouver un nombre fini de solutions. Ben non, ça ne marche pas. Pourquoi ça ne marche pas? Alors il faut réfléchir pourquoi ça ne marche pas. Quand on réfléchit, pourquoi ça ne marche pas, c'est parce que je peux paramétrer. Pourquoi je peux paramétrer? Parce que en fait, là, quand je fais l'intersection de mon cercle avec la Leibniz 4, ben, il se trouve qu'il y a un seul autre point d'intersection. Pourquoi ça marche? Et pourquoi il n'y a pas plus de points d'intersection? C'est parce que ici, en fait, le point est double sur la courbe. La courbe, elle se croise en ce point-là. Hein, si je reviens au dessin d'avant. Là, la courbe, elle passe, si j'ose dire, 2 fois par ce point-là. Bon, alors j'ai observé le programme de prépa et je me suis rendu compte qu'il y avait des choses qui avaient disparu. Donc, du coup, c'est un peu compliqué pour vous expliquer la condition qu'on obtient sur l'équation homogène, mais je vais essayer de le faire quand même. Bien. Ok, donc je vais l'écrire ici, tant pis. Alors voilà, donc on a trouvé des situations où il n'y avait pas assez de points, on a trouvé des situations où il y avait trop de points. Alors, en fait, ce qui se passe, c'est que si le nombre de variables est assez grand, en gros, c'est les seuls problèmes qui se produisent. Donc, il y a un théorème très fort de Birch qui date des années 60 du siècle dernier, qui dit que si P est homogène de degré D en n variables, tel que. Et en fait, je vais faire les hypothèses que je vais faire, c'est exactement pour éviter les problèmes que je vous ai racontés. Première hypothèse, P égale 0 a une solution réelle, non nulle. Donc ça, c'est le premier problème qu'on rencontrait. Quel que soit n, P égale 0 a une solution primitive modulo n. Donc ça, c'est le deuxième problème que je vous avais dit. Troisième condition, alors là, pour ceux qui ne connaissent pas, il faut reconnaître, c'est pour éliminer ce problème-là. Quel que soit i, alors non, il faut que je l'écrive correctement. Alors, quel que soit i appartenant à un n, dp sur dxi, donc la dérivée partielle en x1, xn égale 0. Donc, si toutes les dérivées partielles de p s'annulent en le point x1, xn, alors x1, xn est le point à l'origine. Donc ça dit, pour ceux qui connaissent, que la variété réelle définie par p de x1, xn égale 0 est lisse. Ok, donc c'est pour éviter ce problème-là. Dernière condition, le nombre de variables est très grand. Donc très grand, ça veut dire supérieur à d-1 fois 2 à la puissance d-1. Donc c'est exponentiel en le degré. Donc ça, c'est très gros. Alors, il existe C explicite, strictement positif, tel que le nombre de solutions primitives de P égale 0 est équivalent, quand B tend vers plus l'infini, à C fois B à la puissance n-d. Ce qui est exactement ce que donnait mon argument complètement débile sur les valeurs de P. Donc, autrement dit, si on écarte les trois problèmes que j'ai évoqués, à condition qu'on ait assez de variables, à ce moment-là, ce que j'ai raconté, ça marche. Bien. Bon, alors après, le truc, c'est que là, on est très loin
de la condition que je vous avais donnée, qui est n plus grand que d. Hein, on est exponentiel en le degré. Bon, alors évidemment, on a fini par se rendre compte qu'il y avait encore des problèmes, que je n'avais pas fait une liste complète des problèmes. Alors je ne vais pas rentrer dans les détails, mais le premier exemple, enfin un des premiers exemples, assez joli, où les 3 premières conditions sont vérifiées, mais où il n'y a pas de solution non nulle, eh bien c'est l'équation suivante. 5x cube plus 9y cube plus 10z cube. J'ai oublié de noter à qui elle était due. Je ne sais plus si c'est Sunatan d'ailleurs ou quelqu'un comme ça. Voilà. Donc, c'est une équation très jolie de degré 3. Donc, on peut démontrer que là, il y a des solutions non triviales réelles. Il y a toujours des solutions primitives modulo n. Elle vérifie la condition sur les dérivées partielles, mais il n'y a pas de solution à coordonnées entières non nulles. Pourtant, le nombre de variables, 4, est plus grand que le degré. Bon, il se trouve que ça, eh bien, l'obstruction à ça. Alors, d'où est-ce que ça vient? Je peux quand même dire un mot d'où est-ce que ça vient. Quand on réfléchit suffisamment, on se rend compte qu'en fait, le problème là-dedans, c'est que ce que j'ai raconté sur l'indépendance entre les différents nombres premiers, ben, en fait, c'est faux. Et en fait, ce qui se passe là, c'est que quand on regarde tous les nombres premiers et les réels, en fait, ce n'est pas totalement indépendant. C'est-à-dire que s'il y a une condition qui est vérifiée pour tous les nombres premiers, ça va imposer quelque chose du côté des nombres réels. Donc je ne vais pas rentrer dans les détails, mais c'est ça le point. C'est que l'argument d'indépendance entre les différents nombres premiers que j'ai utilisé, en fait, là, il est en défaut. Et donc, il se trouve que là, il y a une obstruction que je ne vais pas expliquer en détail, qui s'appelle l'obstruction de Brown-Malin. Et le point important, c'est qu'elle est calculable. Bon, alors on pourrait se poser la question, et d'ailleurs c'est une question qui est ouverte, donc ça me permet de mettre une question ouverte dans cet exposé. Cette obstruction que je ne vous ai pas définie, est-elle la seule pour n plus grand que d? Bon, alors je devrais dire avec, évidemment, avec les conditions que j'ai déjà mises, pour n strictement supérieur à d. Donc ça, c'est un problème qui est ouvert, on ne sait pas. On ne sait pas s'il y a d'autres obstructions ou pas. D'autres problèmes qui se produisent ou pas. Quel est l'intérêt de ça? Pour comprendre l'intérêt de ça, j'aimerais revenir à Hilbert. Donc Hilbert, en 1900, au Congrès international des mathématiciens qui avait lieu à Paris, a fait un exposé où il a présenté une liste de problèmes qu'il jugeait comme les plus importants pour les mathématiques du futur, c'est-à-dire du siècle dernier. Du futur pour lui. Bien. Donc là, je vous l'ai donné en allemand, hein, pour ceux qui lisent l'allemand, et en dessous, je l'ai donné en français. Donc, étant donné une équation avec un nombre arbitraire de variables à coefficient entier relatif, alors notez, il y a quand même une différence essentielle par rapport à ce que je vous ai fait, c'est que là, il ne suppose plus du tout que c'est homogène. Donc ça peut être homogène, ça peut être ne pas être homogène. Donnez une méthode qui permet de déterminer en un nombre fini d'opérations si l'équation possède des solutions à coordonnées entières ou pas. Autrement dit, en termes modernes, trouvez un algorithme qui, à partir de l'équation polynomiale, dit est-ce qu'il y a des solutions ou pas. Bien, donc ça a suscité pas mal de travail. Et il y a un théorème qui date des années 70 qui dit qu'il existe un polynôme à 12 variables
Alors, je n'ai pas vérifié que c'était toujours le minimum possible. Donc, 12 variables à coefficient entier, telles que l'application qui envoie un entier n sur 1 si cette équation en 11 variables a une solution, et sur 0 sinon, ne peut pas être calculée avec un algorithme. Donc, ne peut pas être calculée sur un ordinateur. Donc, en particulier, ça dit que le problème de Hilbert est insoluble. On ne peut pas trouver d'algorithme qui, à chaque fois, on rentre dans l'algorithme les coefficients du polynôme, ça nous dit s'il y a une solution ou pas. Donc ça, on pourrait considérer que c'est la fin, et je pense que Hilbert aurait été assez désespéré par ce résultat-là. Bon, moi, personnellement, je le vois assez positivement. Déjà, un argument, c'est de dire que, du coup, pour résoudre toutes ces équations pour tous les n possibles, il va falloir payer une infinité de mathématiciens, parce que sinon, on ne va pas pouvoir le faire. Bon, alors, l'autre argument, qui est peut-être un peu plus sérieux, c'est que ce n'est pas possible de trouver un algorithme. Par contre, ça reste possible de dire des résultats en moyenne. C'est-à-dire, si on s'intéresse non pas à dire est-ce que pour un n donné c'est soluble, mais quelle est la proportion de n pour lequel c'est soluble, là on peut quand même dire des choses. Enfin, en tout cas, ça n'interdit pas de pouvoir dire des choses sur, voilà, en moyenne, sur le n, on peut dire des choses. Alors peut-être pour conclure cet exposé, puisque ça, j'arrive à la fin. Donc là, j'ai dit, voilà, il faut payer une infinité de mathématiciens pour faire ça. Je ne suis pas sûr que ça convainque réellement les hommes politiques de payer une infinité de mathématiciens ou même un nombre fini de mathématiciens. C'est un peu à craindre que ce ne soit pas très convaincant pour eux. Alors, quel est l'intérêt de payer des arithméticiens, des gens comme moi, à s'amuser avec les nombres? Encore, on pourrait dire, bon, un mathématicien sérieux qui est en train d'étudier les équations de la physique au voisinage d'un trou noir, ça c'est intéressant, ça d'accord, mais un arithméticien. Alors pour ça, pour répondre à la question, je vais vous poser à vous 2 questions. Alors, combien parmi vous utilisent pratiquement tous les jours l'arithmétique modulo n? Donc levez la main, ceux qui utilisent pratiquement tous les jours l'arithmétique modulo n. Allez-y, plus haut. Bon, il y en a au moins 2. J'en ai pas vu plus. Bon, deuxième question. Combien parmi vous utilisent pratiquement chaque jour soit un téléphone, soit un lecteur de DVD, soit Internet, soit un disque dur, soit... enfin, vous voyez le genre, levez la main. Plus haut. Merci. Donc le point, évidemment, c'est que ceux qui ont levé la main la deuxième fois auraient dû le faire la première fois. Parce que, en fait, toutes les activités que j'ai décrites, enfin toutes celles qui sont liées à des données, utilisent de façon intensive l'arithmétique modulo n. Pourquoi? Pour 2 raisons. D'abord, pour des raisons de cryptographie. Hein, quand vous rentrez votre code pour payer par carte bancaire, ça utilise la cryptographie RSA qui est basée sur les nombres premiers et l'indépendance que j'ai racontée entre 2 nombres premiers. Tout ce qui est données, tout ce qui est sauvegarde des données, en particulier code correcteur d'erreur, utilise aussi le fait de regarder des équations de courbes modulo un entier. Donc, du coup, ça, c'est utile. Alors, est-ce que je suis en train de dire que je travaille là-dessus? Est-ce que je suis en train de dire que c'est pour ça que je suis intéressé par la recherche que je fais? La réponse, ben, en fait, pas vraiment. La raison pour laquelle je fais ça, c'est parce que je trouve, enfin, c'est pour la beauté que je trouve au sujet. Et pas parce que ça a des applications. Alors, ne déformez pas ce que je dis. Je ne suis pas en train de dire que je ne pense pas que ce que je fais sera utilisable un jour. Bien au contraire. J'ai cherché
plusieurs fois à retrouver la trace d'un mathématicien qui aurait dit, hein, c'est un mythe, un mathématicien aurait dit « j'ai choisi tel sujet de recherche parce que je suis sûr qu'il n'y aura jamais aucune application ». J'ai eu beau chercher, je n'ai jamais retrouvé la trace d'un mathématicien ayant réellement dit ça. Je suis convaincu que la plupart des mathématiciens sont sûrs que leurs mathématiques seront applicables, seront utilisées un jour. Mais par contre, savoir quand, ça, c'est une autre question. Voilà, je vais arrêter là-dessus.